Le matin, d'une figure omnipotente, commençons par une seule image, tandis que des millions d'habitants en Corée du Nord s'éveillent dans la faim et au son des haut-parleurs diffusant de la propagande. Un homme, lui, ouvre les yeux devant une tasse de café brésilien, du bœuf wagyu et un yacht personnel prêt à appareiller. Il ne s'agit pas d'un dirigeant comme les autres, il s'agit de Kim Jong-un, inaccessible, ultra protégé, au centre d'un culte de la personnalité orchestrée jusqu'à l'obsession. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans un univers rarement dévoilé, le quotidien matinal au sein de l'un des régimes les plus hermétiques au monde. Un matin hors du temps, fermez les yeux un instant, imaginez un réveil sans alarme, sans lumière naturelle, sans un son, si ce n'est le silence pesant du pouvoir absolu, alors que les rues nord-coréennes résonnent des hymnes glorifiant un ancien chef d'État quelque part dans un complexe secret niché dans les collines et protégé par des clôtures électrifiées, des tireurs embusqués, du brouillage radar et des caméras anti-satellites. Le leader dort encore. Son sommeil s'effectue dans une chambre sans fenêtre, plongée dans une lumière artificielle contrôlée. Ici, le soleil n'a pas le droit de se lever avant lui. Un lever programmé, codé selon son humeur, lumière dorée pour les jours de domination, bleu pâle pour les obligations diplomatiques et gris cendré pour les matins de silence stratégique. Une forteresse à 1,2 milliard de dollars. Ce n'est pas un palace 5 étoiles, c'est la résidence de Ryangong, une citadelle estimée à plus d'1 milliard de dollars où chaque détail vise à satisfaire les exigences d'un homme obsédé par la maîtrise de son environnement. Au sol, des tapis persans dépassant les 100 000 dollars pièce. Les rideaux, des chefs-d'œuvre en soie française, brodés d'or et insonorisés à la perfection. L'air ambiant est filtré non seulement contre les polluants, mais aussi contre toute trace chimique suspecte. Même la respiration d'un traître potentiel y serait détectée. Un café à 3 niveaux de contrôle. Le premier geste du matin n'a rien de banal. Sa tasse de café, jamais touchée par une main non autorisée, provient des grains les plus rares du Brésil, torréfiés à la main selon ses préférences. L'eau, importée de France, filtrée, testée, le tout préparé par un barista personnel à l'aide d'un service en or massif 24 carats. Avant de lui être servi, la boisson passe par 3 phases de contrôle toxicologique. Personne n'a le droit de parler sans y être invité, ni les cuisiniers, ni les médecins, ni les gardes. Personne ne peut croiser son regard s'il n'a pas encore prononcé un mot. Dans cette demeure, même un battement de cils requiert autorisation. Et rappelez-vous, dans ce royaume, l'aube ne débute pas avec le lever du soleil, mais avec le premier clignement d'œil de celui qui dicte le rythme de toute une nation, un petit déjeuner d'un autre monde. Lorsque Kim Jong-un ouvre enfin les yeux, le pays retient son souffle, mais pour lui, le jour ne commence véritablement qu'avec le petit déjeuner, non pas servi à table, mais sur un trône en porcelaine, dans un décor digne d'un opéra de marbre et de velours, pendant que des millions de citoyens font la queue dans le froid, espérant une ration de bouillie ou quelques grains de maïs. Dans une salle à manger exclusivement réservée à sa personne, chaque plat est une déclaration, une démonstration de puissance en des rideaux, en velours épais masque les murs lambrissés en bois précieux. D'immenses lustres en cristal autrichien projettent leur éclat sur une table longue comme une piste d'atterrissage. Chaque assiette, confectionnée en porcelaine allemande, est cerclée d'or 18 carats. Car ici, même le moindre détail culinaire se veut message, l'absolu contrôle, la rareté et la mise en scène d'un pouvoir sans partage. Le petit déjeuner, où l'art de l'excès, le premier repas de la journée, ne commence pas, il se célèbre comme un rituel monarchique. L'entrée, un jambon de Parme affiné pendant 24 mois, importé discrètement par des canaux diplomatiques, un mets que la majorité des habitants de la Corée du Nord n'a même jamais entendu nommer. Puis vient le bœuf wagyu japonais grillé à la perfection et nappé d'huile à la truffe noire. Chaque fine tranche dépasse en valeur le salaire mensuel d'un enseignant rural. Ce bétail, à la génétique si recherchée qu'il est presque légendaire, reste inaccessible à la majorité de la péninsule coréenne. Le monde entier dans une assiette, il y a des fruits frais venus de 3 continents font leur apparition. Mangue thaïlandaise, cerises chiliennes, melons japonais, tous transportés par avion dans des conditions de réfrigération extrême. Une logistique digne d'une chefferie d'État. Et pour clore, le festin matinal du café brésilien fraîchement torréfié sur demande, infusé avec de l'eau minérale Evian, surmontée de mousse au lait français, servi dans une tasse dorée pesant près de 300 grammes. Un déjeuner capable de subvenir aux besoins d'une famille pendant 8 mois, mais ici, il ne s'agit pas d'un luxe personnel, c'est un message, une démonstration de contrôle et d'abondance, un acte soigneusement chorégraphié qui dit « Je
consomme ce que vous n'osez même pas rêver et personne ne m'en empêchera. Un théâtre gastronomique. Dans une nation où l'individu vit pour obéir, ce rituel est un rappel brutal. Une seule personne semble jouir pleinement du droit d'exister, car ce qui suit dépasse le cadre de la gourmandise. C'est un défi lancé à l'éthique internationale. Un festin d'aliments controversé, servi dans un silence absolu. Ce n'est pas un petit déjeuner, c'est une ce qui est interdit ailleurs devient privilège ici. Premier plat du banquet de midi, une soupe d'aileron de requin bannie dans plus de 180 pays pour des raisons environnementales, mais ici régulièrement consommée. Préparée selon une recette traditionnelle du Fujian, servie dans un bol de porcelaine cerclé de platine. S'ensuivent des homards canadiens, des gambas géantes en provenance de Madagascar, grillées sur des blocs de sel rose de l'Himalaya, arrosées de beurre français, vieilli aux herbes pendant 3 ans. Chaque pince vaut davantage que le revenu mensuel d'un médecin. Le caviar, l'or liquide et la domination. Le caviar beluga, l'un des plus rares au monde, est servi à la cuillère d'or, présenté sur un lit de glace en agate à 7 000 $ le kilo. Une simple bouchée équivaut à plusieurs semaines de nourriture pour une famille entière. Dans un coin de la salle trône une rangée de bouteilles contenant une liqueur opaque. À l'intérieur, des serpents cobras immergés dans de l'alcool de riz vieilli pendant des décennies. Ce n'est pas pour être dégusté, mais exposé, symbole d'un pouvoir total. Je détiens la vie, la mort et même le mythe. Le dessert, ultime provocation. Le repas s'achève sur un contraste cruel. À quelques kilomètres de là, la population fait la queue pour un bol de riz. Ici, le dessert prend des allures de provocation. Glace au safran d'Iran, l'épice la plus chère du monde. Éclair français recouvert d'or véritable. Chocolat belge fourré aux amandes iraniennes. Chaque bouchée pèse plus lourd que le lingot d'or qu'elle évoque. Tous ces produits acheminés via des circuits parallèles par les ambassades loyales, les intermédiaires de l'ombre, les marchés parallèles, alimentent un festin aussi somptueux qu'invisible. Dans cet univers clos, l'abondance n'est pas seulement permise, elle est codifiée, ritualisée, sanctuarisée. Le repas devient un acte de souveraineté. Quand chaque bouchée devient provocation, chaque plat dégusté n'est pas seulement une marque de luxe, c'est une gifle aux sanctions internationales. Un défi lancé ouvertement, interdisez si vous le voulez, moi je continue. Le message est clair, pendant que d'autres négocient, lui se met à table, mais ne détournez pas les yeux car ce qui vient ensuite vous emmène bien au-delà de l'assiette. Direction la collection automobile personnelle d'un chef d'État secret, là où chaque véhicule devient à la fois armure roulante et pièce maîtresse d'un culte du contrôle. Des véhicules comme forteresse roulante, ce que vous vous apprêtez à découvrir pourrait défier toute logique dans un pays où la voiture est un rêve inaccessible, où même posséder une bicyclette suscite la méfiance. Existe une flotte terrestre composée de plus de 100 véhicules de luxe blindés. Ces engins introduits à travers des réseaux parallèles sophistiqués ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont des bastions mobiles taillés sur mesure. La pièce maîtresse, une limousine blindée transformée, parmi eux la plus emblématique, une Mercedes Maybach S Sisson Pullman Guard. Conçue à l'origine pour les chefs d'État, sa version modifiée ne ressemble plus à une limousine, mais à un char d'assaut déguisé. Carrosserie renforcée avec blindage de 50 mm, porte résistante aux explosions, pneus auto-réparables et système de brouillard instantané pour disparaître à volonté. Une flotte de prestige au service d'un symbole. Autour de cette pièce centrale gravitent d'autres noms mythiques: Rolls-Royce Phantom, Lexus LX 57, Toyota Land Cruiser anti-déflagration et même une Ferrari 599 GTB Fiorano, tous personnalisés avec des intérieurs en or, frigo à champagne, sièges brodés de l'emblème national et un système de communication chiffré connecté uniquement à son quartier général, la route, théâtre du pouvoir absolu. À Pyongyang, lorsqu'un déplacement officiel est annoncé, les artères de la ville se figent, les rues sont bloquées des heures à l'avance, il est interdit de regarder le cortège. Une simple transgression de ce protocole peut entraîner des conséquences immédiates. Les gardes du corps, ils courent aux côtés des véhicules dans une formation millimétrée. Ce n'est pas pour le sport, c'est pour former un bouclier humain si besoin. Détail révélateur, chacun d'entre eux est sélectionné pour mesurer moins que leur supérieur afin que son image domine toujours dans les prises de vue officielles. Chaque apparition devient une performance soigneusement orchestrée, invisible à l'œil nu, prêt à tout moment, et pourtant ces véhicules ne stationnent jamais en public. Ils sont conservés dans des hangars souterrains protégés par reconnaissance faciale, système de cryptage multicouche et agents de sécurité hautement qualifiés.
Chaque moteur est démarré quotidiennement, même en l'absence d'utilisation, afin d'être prêt à tout instant, car ici, le mouvement n'a pas pour but d'atteindre une destination, il a pour but de faire frissonner le monde à chaque rugissement de moteur. Et si vous pensiez que cela s'arrêtait là, ou si cette flotte vous semble démesurée, attendez de voir ce qui vogue sur les flots. Prochaine étape, le yacht personnel estimé à plus de 7 millions de dollars, une embarcation où même les vagues semblent se faire silencieuses. À son passage, un bateau si discret, si luxueux qu'il ferait rougir les ports de Monaco. Ce que vous allez découvrir semble irréel, et pourtant c'est bien réel. Un royaume flottant hors de toute portée, dans un pays soumis à des sanctions internationales, où chaque goutte de carburant est rationnée, navigue une silhouette silencieuse sur les eaux territoriales interdites, un empire flottant invisible au monde. Vous avez vu la puissance des véhicules terrestres blindés, mais ceci, c'est un autre territoire, celui de l'évasion absolue. Lorsqu'il souhaite se soustraire au regard des satellites, il ne prend pas l'avion, il monte à bord d'un navire aux allures de dragon endormi, estimé à plus de 7 millions de dollars, un monstre marin que certains appellent Yongun, signifiant dragon courageux en coréen. Ce n'est pas un simple yacht, c'est un sanctuaire flottant, une base mobile déguisée en paradis nautique, blindé comme un croiseur, luxueux comme un palais, long de près de 60 mètres. Ce navire a été acquis discrètement via des sociétés écrans basées à Singapour et en Chine. Sa coque est blindée, ses vitres par balles, son système GPS est crypté selon des protocoles militaires d'origine russe. Un drone de surveillance y est stationné en permanence, prêt à décoller au moindre signal d'intrusion. Mais ce blindage n'est que la surface. À l'intérieur, tout évoque une vie de privilèges démesurés. Un spa privé avec jacuzzi en marbre italien importé, une salle de musique insonorisée équipée d'un système sonore digne des plus grands studios internationaux, haute gastronomie en haute mer, la cuisine y est orchestrée par un chef personnel formé en Europe, utilisant des couteaux d'artisans japonais. Il prépare aussi bien du foie gras que du sashimi d'otoro, la partie la plus rare du thon rouge. Chaque plat est une œuvre d'art. Les cabines, comparables aux suites les plus luxueuses d'hôtels 5 étoiles, murs recouverts de cuir, parquet en teck du Myanmar, draps en soie de lion, rideaux brodés à la main venus de Turquie. Même les poignées de porte sont personnalisées. Un poste de commandement invisible, et au cœur du navire se cache une salle de réunion diplomatique à l'abri des écoutes. Un espace conçu pour tenir des discussions confidentielles, loin de tout regard, loin de toute oreille. Ni satellite, ni drone, ni espion ne peuvent pénétrer ce silence marin. Ce n'est plus un lieu de détente, c'est un territoire sans loi, une extension flottante du pouvoir sans partage. Pendant qu'à terre, des enfants traversent les champs pieds nus pour se rendre à l'école, ici, un cognac Louis XIII est dégusté dans un verre en cristal de Bohême face à un coucher de soleil sur mer calme, comme si même les vagues n'osaient de faire du bruit. L'opulence dissimulée dans le mouvement officiellement, ce navire n'existe pas, mais il navigue, il glisse d'un port fantôme à l'autre à travers des eaux internationales où la puissance ne laisse aucune trace. Chaque déplacement est un message silencieux. Le pouvoir réel est invisible, mais omniprésent. Vous pensez avoir vu l'extrême du luxe, ce n'est qu'un avant-goût, le sanctuaire souterrain de la vanité. La suite, direction un lieu encore plus secret, un bunker personnel, un coffre-fort de l'ego, là où sont conservées des collections d'objets d'exception, pas seulement des biens, mais des symboles, des montres estimées à plusieurs millions, des penderies construites comme des galeries privées, une garde-robe conçue non pas pour se vêtir, mais pour dominer, chaque pièce, chaque accessoire sélectionné pour provoquer l'envie du monde entier. Le costume du pouvoir, si le yacht était la scène flottante du pouvoir absolu, alors chaque apparition publique est l'ultime acte du spectacle. Pas de couronne, pas de trône, juste un costume taillé au millimètre, une montre étincelante et le silence qui impose le respect. Imaginez cette scène, pendant que la population affronte des hivers à moins 10 degrés Celsius vêtus de manteaux rapiécés, une silhouette franchit les portes d'une pièce qui n'existe que dans les rêves des milliardaires. Enfouis sous des bunkers ultra protégés, se cache un vestiaire digne d'un musée du pouvoir, une garde-robe façonnée pour imposer l'image, des dizaines de costumes cousus main en Italie, chacun évalué à plus de 5 000 dollars, conçus pour dissimuler tout signe de fatigue, tout indice de déclin. Chaque couture transmet une illusion de stabilité absolue. À chaque passage à la télévision d'État, souliers faits à la main en cuir européen, leur prix dépasse le revenu annuel d'un foyer rural. Capes en soie, boutons dorés, mouchoirs brodés à la main avec l'emblème national. Rien n'est laissé au hasard. Du pli du pantalon à la courbe du col, tout vise à transmettre un seul message:
je commande une montre, un monde, mais le joyau de cette mise en scène scintille au poignet. Une collection d'horlogerie estimée à plus de 8,2 millions de dollars, des Patek Philippe prisés par les dynasties royales, des Rolex fabriqués sur commande pour les chefs d'État et des garde-temps tourbillons incrustés de diamants si rares que même les collectionneurs suisses n'en ont vu que des photos. Chaque montre portée en public est choisie avec soin. Une Rolex en acier brossé pour les inspections militaires, un cadran serti de pierre pour les rencontres diplomatiques et lorsque le silence doit porter un message plus fort que les mots, une montre noire sans chiffres, sans aiguille, seulement une surface sombre reflétant la lumière comme un avertissement. Ce n'est pas moi qui suis l'heure, c'est le temps qui me suit. Le vestiaire comme message silencieux. Dans un pays où posséder une montre peut coûter une vie entière de labeur, chaque glissement de poignet raconte une histoire, une déclaration muette coulée dans le métal précieux. Il ne s'agit plus seulement de gouverner, il s'agit de façonner l'image d'un personnage hors du temps, une entité façonnée pour durer. Mais attention, derrière ces étoffes soyeuses, il y a plus que de l'or, il y a un univers caché, chorégraphié et enveloppé dans le secret. Derrière les murs du pouvoir existe un cercle restreint, invisible et raffiné, un réseau composé exclusivement de figures soigneusement sélectionnées, un monde où l'autorité prend des airs de velours, joue de la harpe et se déplace dans l'ombre. Ce que vous allez découvrir n'a jamais été montré auparavant. Le revers du faste, l'autre visage du pouvoir, celui qui ne s'exprime jamais en discours, mais en silence, en gestes, en musique, une symphonie de contrôle dans cet espace souterrain, au cœur des fondations de Pyongyang, sous les dalles de granit du pouvoir, s'ouvre un univers parallèle, drapé de velours rouge, éclairé par des lustres autrichiens, rythmé par des mélodies que personne n'entend à la surface. Là où la justice ne pénètre jamais, la musique du contrôle résonne, le rituel caché du silence. Dans les méandres d'un pays drapé de mystère, il existe un lieu dont les noms se sont succédés à travers les âges, chacun murmuré dans l'ombre, chacun évanoui comme une empreinte dans le sable. Pourtant, un surnom persiste, porté par les vents discrets du temps, l'unité du silence cérémoniel. Cet héritage, vestige d'une époque révolue, renaît dans le secret d'un État replié sur lui-même où le pouvoir se tisse avec une précision presque chorégraphique dans l'intimité des coulisses. Près de 2000 femmes, choisies avec une rigueur digne d'un rituel sacré, convergent des quatre coins du pays. Jeunes, cultivées, elles sont façonnées dans l'art de la discrétion, de la grâce silencieuse, de l'élégance qui ne laisse aucune trace. Certaines sont conduites dans des demeures confidentielles, des sanctuaires isolés où elles apprennent l'étiquette raffinée, la danse fluide, les mélodies intemporelles de la musique classique. D'autres encore se voient enseigner un rôle plus énigmatique, une mission sans nom, une présence sans visage. Elles ne sont pas des individus, mais des ombres d'une intention plus vaste, des silhouettes dont l'identité s'efface au service d'une cause muette. Une présence, jamais un nom. Ce n'est ni un métier, ni un engagement public. C'est une offrande, un tribut vivant entretenu dans la pénombre des sphères du pouvoir. Nombreuses sont celles qui ne reparaissent jamais. D'autres s'évanouissent des registres officiels comme si leur existence entière avait été effacée d'un trait de plume. Car ici, le silence est la première loi, un pacte inviolable. Lorsque la nuit enveloppe le monde, les murs eux-mêmes deviennent sourds, gardiens inflexibles des secrets qu'ils abritent. Un univers à part derrière des portes insonorisées, protégé par des rideaux tissés de fils métalliques conçus pour brouiller toute onde indiscrète, s'ouvre un monde parallèle. L'extérieur s'efface comme un souvenir lointain. Des lustres viennois, sculptés dans le cristal le plus pur, diffusent une lumière douce, presque irréelle, sur des tables dorées parées de soie venues d'Orient. Les verres en cristal de baccarat scintillent, capturant chaque reflet. Le cognac millésimé Louis XIII, liquide ambré d'une rare noblesse, s'écoule lentement dans des carafes taillées comme des joyaux. Le champagne servi sans fin pétille comme une promesse d'éternité. Là où les hymnes patriotiques résonnent habituellement dans tout le pays, ici, des notes interdites s'élèvent, le jazz fluide et audacieux, la voix envoûtante d'Edith Piaf ou encore les inflexions veloutées de Frank Sinatra. Ces mélodies, bannies ailleurs, sont ici célébrées comme les psaumes d'un empire clandestin. Au cœur de cette scène secrète, une violoniste drapée dans une robe noire aux plis élégants fait chanter son
Instrument. Sa musique n'est pas un simple divertissement, elle est un rituel, une invocation qui tisse une atmosphère quasi mystique. Rien n'est capturé, aucune image ne franchit ses murs. Ce que nous en savons provient de bribes fragiles, des récits murmurés par ceux qui ont osé fuir, des documents codés, exhumés par des regards étrangers. Ces moments ne sont pas de simples soirées, ce sont des cérémonies, des mises en scène d'un contrôle absolu, joué à huis clos. Une foi sans visage. Dans cet étrange sanctuaire, le champagne devient une offrande sacrée, la musique un encens flottant dans l'air, le silence une prière solennelle, pendant que des familles, au-delà de ces murs, partagent des miettes de racines dans des sous-sols glacés. Ici, le luxe déborde, intarissable, des rires cristallins résonnent dans les couloirs richement ornés, mais à l'extérieur, la lumière du jour reste prisonnière d'un éternel crépuscule. Pourtant, la vérité, tel un ruisseau discret, trouve toujours un chemin pour s'échapper. Le prix de cette splendeur ne se mesure pas en pièces d'or ou en billets, il se compte en absence, en silence lourd, en vies effacées, sans explication. Le pouvoir ici ne s'abreuve pas d'applaudissements, il se nourrit de mutisme de ce qui reste caché, chaque montre sertie de diamants, chaque yacht glissant sur des eaux calmes, chaque banquet fastueux est payé, non pas avec des richesses matérielles, mais avec des destins, un empire d'ombre. Ce qui demeure invisible, ce sont les noms rayés, les visages oubliés, des proches évanouis, des conseillers jamais revenus. Le demi-frère du dirigeant, Kim Jong-nam, a disparu dans un aéroport international, emporté en plein jour par une substance interdite par les lois du monde. Des officiers de haut rang, des soignants, des confidents loyaux, tous ont cessé d'exister, parfois du jour au lendemain. Leur départ, marqué d'un silence éloquent, un regard mal interprété, un souffle trop audible, et l'on peut s'effacer de la mémoire collective comme un mot biffé sur une page. Ce n'est pas une autorité ordinaire, c'est une structure intangible soutenue par la crainte et l'oubli, où la loyauté ne garantit aucun refuge. Le pays tout entier ploie sous un rituel d'admiration imposée, son éclat extérieur drapé de velours, mais ses fondations reposent sur des ossements. Quand la lumière s'éteint, lorsque les chandeliers s'éteignent, lorsque les dernières notes de la violoniste s'évanouissent dans la nuit, lorsque les salutations finales sont échangées, la splendeur s'efface comme un mirage. Ce qui reste, c'est un froid, non pas celui de l'hiver, mais un froid institutionnel, un vide qui imprègne l'âme. La nation, enveloppée dans une peur silencieuse, retient son souffle, mais même dans ce silence oppressant, un battement persiste, une vérité aussi ténue soit-elle refuse de se taire. Les murs peuvent être sourds, les cérémonies cachées, mais les histoires, elles, survivent, elles attendent, tapies dans l'ombre, le moment où elles pourront enfin être racontées. Une dernière question. L'histoire que vous venez d'entendre ne cherche pas seulement à éveiller la curiosité, elle nous oblige à réfléchir profondément. Que se passe-t-il lorsqu'un individu détient un pouvoir sans limite, dans un silence absolu, sans contre-pouvoir, sans contradiction, dans un monde saturé d'informations superficielles? La vérité est devenue une denrée rare, précieuse comme l'or, et vous, oui, vous qui êtes encore là, vous avez un rôle. Un rôle modeste en apparence, mais fondamental: observer, partager et refuser le silence, ce qu'il restera. À la fin, ce ne sont ni les chiffres, ni les fêtes somptueuses, ni les pierres précieuses scintillant sous les projecteurs, ni les objets d'apparat dissimulés dans les vitrines du pouvoir. Ce qui reste, c'est une question silencieuse qui continue de résonner en chacun de nous. Combien de temps ce système pourra-t-il encore tenir? Kim Jong-un n'est pas un mythe, il est une preuve tangible de ce qui se produit quand le pouvoir échappe à toute limite, quand la structure écrase l'éthique, efface les droits, étouffe la conscience. Pendant ce temps, tandis que le reste du monde se perd dans les gros titres éphémères, des millions de personnes continuent de vivre et parfois de disparaître dans le silence, au nord d'une frontière que peu osent regarder. Mais vous qui êtes encore ici, vous n'êtes pas indifférent, votre regard est un acte, votre attention une forme de résistance. Un simple geste, aussi discret soit-il, peut faire trembler les fondations de ce que l'on croyait inébranlable. La vérité cherche toujours la lumière, car même lorsque la vérité est enfouie sous le velours, elle finit toujours par trouver un rayon de lumière tant qu'il existe quelqu'un pour la voir. Si cette vidéo a fait résonner en vous quelque chose que les mots n'avaient jusque-là pas su dire, laissez un signe discret, un j'aime comme un lien invisible entre nous. Exprimez ce que vous ressentez dans les commentaires.